bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais laisser petit à petit tout le monde arriver. Mais donc, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'enquête nationale sur la justice restaurative que nous avons, enfin l'IFJR a mis en œuvre, et en particulier nos deux intervenantes pour aujourd'hui, Émilie Matillon et Christiane Legrand, je présenterai tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, merci d'être présents à toutes et à tous pour ce webinaire, hein. Donc, j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Alors, non, donc, sachez que vous avez vos micros qui sont coupés par défaut parce que dans le cadre de ces webinaires, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir, avec un grand nombre de personnes, il y a toujours des petits problèmes de Larsen ou ce genre de choses. Donc, par défaut, on vous a coupé vos micros. Vous avez la faculté de laisser vos caméras allumées, hein, mais sachez que c'est enregistré, donc vous pouvez, il se peut très bien que vous apparaissiez dans le futur replay de ce webinaire. Et donc, nous allons commencer dans quelques minutes. Alors, ce webinaire sera jusqu'à 13h30 à peu près. À partir de 13h15, nos intervenantes s'arrêteront pour vous laisser l'opportunité de temps de questions-réponses que je poserai à nos intervenantes à partir de celles que vous aurez formulées dans le chat. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce genre d'outils, il y a un onglet Converser qui se situe sur le bas de votre écran et qui est un chat dans lequel vous allez pouvoir échanger entre vous, avec nous, et également poser vos questions pour les intervenantes à partir de 13h15. Vous avez aussi la possibilité de réagir dans un onglet réaction. Voilà. Donc, pour vous présenter nos intervenantes, nous avons en premier lieu Christiane Legrand, qui est la vice-présidente de l'IFJR, qui a par ailleurs été plusieurs fois membre de la communauté dans des mesures de justice restaurative, mais qui a été surtout sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, particulièrement mobilisée sur l'élaboration et puis la conduite aussi de cette enquête nationale sur la justice restaurative. Et également Émilie Matignon, qui est coordinatrice de notre antenne pour le Sud-Ouest, mais également chargée de recherche, enfin, responsable de la recherche à l'IFJR, et qui a supervisé en lien avec moi-même l'enquête nationale depuis sa création en 2018. Donc, cette enquête, nous avions souhaité pouvoir la mener depuis longtemps. Tout cela s'origine des premières expérimentations de la justice restaurative en France, puisque à l'occasion des toutes premières expérimentations, nous avons pu réaliser des évaluations très spécifiques de ces programmes, et donc ça nous avait permis d'identifier un certain nombre de grandes lignes que nous souhaitions pouvoir vérifier. Et pour cela, il fallait pouvoir, en même temps que, je dirais, la justice restaurative se développait en France, pouvoir élargir notre point de vue à partir de ces mesures de justice restaurative, et surtout pouvoir rendre compte de ces résultats à partir d'un public un peu plus vaste, plus anonyme, puisque lorsque l'on faisait des enquêtes locales, c'était toujours plus délicat. Et donc, par conséquent, pouvoir rendre compte de ce que produisait ce développement de la justice restaurative en France. Et donc, pour ça, on a identifié plusieurs volets. Un premier volet qui abordait plus le développement des programmes et la manière dont la justice restaurative se développait, y compris d'un point de vue un peu chiffré en termes d'action en justice restaurative sur le territoire. Et puis après, bien sûr, donc ça, c'est un premier volet. Ensuite, un second volet qui a été mis en œuvre
à partir de 2019, tout en conduisant, hein, chaque volet a été mis en œuvre une année, année par année, mais toujours en conduisant toujours les volets précédents. Donc, en 2019, nous avons ajouté un second volet à cette enquête qui portait davantage là sur les participants aux mesures de justice restaurative. Qu'en retire-t-il? Que pensent-ils de cette participation, de leur participation à une mesure de justice restaurative? Qu'est-ce qu'ils en ont retiré? Qu'est-ce que ça a changé, pour eux? Et ensuite après, à partir de l'année dernière, donc en 2020, nous avons ajouté un troisième volet, donc toujours en poursuivant le volet, programme et le volet participant. On a ajouté un troisième volet qui était un volet plus sur les intervenants en justice restaurative parce que c'était très important pour nous aussi de pouvoir mieux comprendre aussi ce que les intervenants pensaient de toute cette justice restaurative qu'ils mettaient en œuvre, sachant que notre objectif était aussi de pouvoir discuter avec ces participants, ces intervenants qui étaient impliqués dans des programmes de justice restaurative, mais aussi avec certains de leurs collègues partenaires qui, sans être directement impliqués dans des programmes, ont pu voir cette justice restaurative opérer. Et donc, l'objectif pour nous, c'était aussi de voir quelle était leur vision de ce que la justice restaurative pouvait apporter au système de justice pénale, euh, puisque là aussi, c'est souvent un des objectifs de la justice restaurative que de faire évoluer cette justice pénale dans une perspective plus humaine. Donc voilà, cette enquête qui est conduite sur 3 volets et qui, cette année, a connu un 4e volet qui apporte plus spécifiquement sur les bénévoles impliqués dans les programmes de justice restaurative. Donc vous voyez, on a essayé de faire vraiment une enquête qui brasse le plus largement possible les programmes de justice restaurative et ce que la justice restaurative peut avoir comme impact à une échelle plus individuelle jusqu'à une échelle plus sociétale à travers le témoignage de membres et bénévoles de la communauté. Alors, avant de passer la parole à nos intervenantes, rapidement vous présenter les résultats de notre enquête sur le volet programme, puisque c'est toujours intéressant aussi de pouvoir avoir une idée de l'étendue du développement de la justice restaurative en France. Alors, je vous renverrai à notre enquête que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site internet de l'IFJR, onglet résultats. Et puis, dans le chat, on va aussi vous envoyer l'adresse de l'URL de notre site vous permettant de le télécharger. Mais donc, notre enquête montre quand même que les programmes de justice restaurative se sont quand même développés un petit peu partout en France, hein. Faut savoir que l'enquête a été conduite à partir essentiellement, pour ce qui est du volet de cette année, enfin de l'année 2020, sur les territoires qui étaient couverts par les antennes de l'IFJR, parce qu'on voulait pouvoir avoir des données un peu plus sûres, un peu plus fiables, qu'on pouvait vérifier et que l'on pouvait attester. Et effectivement, on a pu constater qu'il y avait quand même un nombre satisfaisant de programmes, puisque sur l'ensemble des antennes couvertes par les FJR, il y en a plus de 80 programmes. Pour autant, on sait aussi que ces programmes souffrent d'un certain nombre de difficultés à différents niveaux, partenariales, en termes de ressources humaines, de développement, ce qui fait que tous ne sont pas toujours en capacité de pouvoir mettre en œuvre des mesures de justice restaurative, sachant qu'en plus, voilà, aucune surprise pour les uns et pour les autres, la crise sanitaire a quand même aussi impacté le développement de la justice restaurative et la capacité à mettre en œuvre des programmes. Donc, il faut savoir qu'à peu près la moitié des programmes sont en capacité de pouvoir être opérationnels et accueillir du public sous réserve qu'on leur adresse. On a essayé d'identifier un petit peu quels pouvaient être les stades de développement pour ces programmes, et notamment on a vu qu'il y avait des difficultés puis qui pouvaient se rencontrer au stade de la conclusion de conventions de partenariat, ce qui peut parfois mettre du temps. Et
parfois ralentir le développement du programme. On a vu aussi que le point charnière, mais ça c'est on l'avait déjà identifié en accompagnant les programmes à travers nos antennes, mais on a aussi pu constater, là en le vérifiant, objectivement, bien que la phase d'information et d'orientation du public vers les programmes était une phase particulièrement délicate. Mais d'un autre côté, on voit aussi que lorsque, les programmes sont prêts, eh bien, ils parviennent à mettre en œuvre des mesures de justice restaurative, et que notamment aussi, la crise sanitaire, elle été l'occasion d'un essor de la médiation restaurative, alors que jusqu'ici, c'était surtout les rencontres condamnées-victimes qui étaient des mesures particulièrement, poussées. Donc on assiste à une nouvelle physionomie, je dirais, du développement de la justice restaurative, allant plus vers la médiation et peut-être aussi vers les conférences restauratives et qui, nous conduira à aussi, nous a conduit à développer, des mécanismes, notamment pour s'adapter à la crise sanitaire, mais de médiation à distance, sous forme de visioconférence, pour, faciliter, les échanges. Donc voilà, pour vous donner, rapidement un résumé très succinct de ce volet, sur les programmes et maintenant, je vais passer la parole, à Christiane Legrand qui va plus vous parler, du volet, relatif aux participants, à ce qu'ils ont pu, penser de ces, mesures de justice restaurative. Et en premier lieu, Christiane, alors on se tutoie parce que voilà, on se connaît, on se côtoie régulièrement. Donc, Christiane, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, peut-être nous présenter la méthodologie que nous avons suivie pour réaliser cette enquête sur le volet des participants aux mesures de justice restaurative? Oui, alors sur la méthodologie, la question s'était posée de savoir si on faisait une étude qualitative ou une étude quantitative. Bon, c'était assez clair que, compte tenu du nombre de personnes qu'il était possible d'interroger, ça n'avait vraiment pas du tout de sens de faire une étude quantitative parce que les pourcentages sur une quarantaine, une cinquantaine de personnes, ça n'apporte pas grand-chose. La deuxième raison aussi, qui est peut-être fondamentale, c'est que une étude quantitative vise à vérifier un certain nombre d'hypothèses. Or, on était vraiment dans une exploration, même s'il y avait eu quelques entretiens qui avaient été faits sur les premières mesures qui avaient été mises en place. L'intérêt, c'était de savoir vraiment, de laisser très ouvert la recherche que l'on menait, de manière à savoir quels étaient justement les bénéfices que les personnes pouvaient trouver à participer à une mesure de justice restaurative. Et de ce fait, on a décidé de faire des entretiens semi-directifs. Les entretiens semi-directifs, c'est-à-dire qu'on pose un certain nombre de questions qui sont très ouvertes et très larges, et on suit la personne dans son raisonnement, dans ce qu'elle veut raconter de son expérience, sachant qu'on a un certain nombre de points où on essaie de faire préciser. En fait, on a réalisé des entretiens qui duraient environ 1 heure, hein, parfois 1 heure et demie, mais c'était plutôt une moyenne d'1 heure, avec des personnes victimes et des personnes auteurs. L'année dernière, je vais peut-être passer directement aux personnes qu'on a pu interroger, vous donner quelques idées pourquoi on a une différence Oui, c'était la entre, question suivante. merci, entre les personnes victimes et les personnes auteurs. Donc, lorsqu'on a mené l'étude, on a pu interroger 22 personnes victimes et 16 personnes auteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une différence avec les auteurs? Avec les auteurs, il y a deux difficultés à laquelle on est confronté. D'une part, il y a certains auteurs qui sont en détention, et avoir des autorisations en détention, on a réussi à en avoir quelques-unes, mais bon, c'est pas toujours évident. Et puis aussi, lorsque on fait l'étude, donc l'enquête qui a à peu près 1 an de décalage par rapport au moment où les personnes ont participé aux mesures, un certain nombre d'auteurs ne sont plus sous mandat judiciaire, et donc les personnes ne peuvent pas nous donner leurs coordonnées, elles les ont un petit peu perdues. Et c'est cette raison pour laquelle on a moins d'auteurs que de victimes.
Ce qu'on note aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'était la deuxième année où on faisait cette étude auprès des participants. Et l'année précédente, on avait à peu près le même nombre de personnes, puisqu'on avait 25 personnes victimes et 15 personnes auteurs. Et ce qu'on note très largement, c'est qu'il y a vraiment une cohérence entre les 2 années, enfin, sur les 2 années. Donc, on arrive quand même à un nombre de personnes assez important pour une étude qualitative. Ça reste très qualitatif, mais on a quand même un nombre assez important de personnes qui nous disent que par rapport aux résultats qui sont déjà d'ailleurs extrêmement cohérents les uns avec les autres, on a une bonne vision de ce que les personnes peuvent tirer comme bénéfice de ces enquêtes. Sachant que aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les personnes qui ont répondu, c'est celles qui ont bien voulu répondre. Hein. Donc, on n'a pas d'idée de représentativité comme on peut avoir d'ailleurs en quantitatif. La représentativité n'a pas beaucoup de sens non plus en qualitatif. Mais on n'a pas l'exhaustivité des personnes qui ont participé à ces rencontres. Merci Christiane. Est-ce que, maintenant qu'on a présenté la méthodologie, est-ce que tu pourrais nous présenter les principaux résultats de cette enquête, aussi bien du point de vue victime que du point de vue des participants auteurs qui ont accepté de nous répondre? Alors, juste avant de donner les résultats, comme le disait Benjamin tout à l'heure, sur ces 2 années-là, les personnes qui ont répondu, c'était essentiellement des personnes, enfin même je dirais à 99,9%, des personnes qui avaient participé à des rencontres condamnées de victimes, c'est-à-dire des rencontres en groupe où, alors je ne sais pas si tout le monde connaît les détails de cette mesure de justice restaurative. Donc, on choisit une infraction et les personnes auteurs comme les personnes victimes sont en relation à cette infraction, mais ce ne sont pas les auteurs et les victimes de la même infraction. Et c'est en groupe, donc on a trois auteurs ou 4 auteurs et 3 ou 4 personnes victimes qui sont réunies autour de 2 animateurs et avec la présence de 2 membres de la communauté. Je passe assez vite, si vous avez des questions, on reviendra dessus, mais on va passer aux résultats. C'est vrai que ce qui a été particulièrement intéressant, c'est qu'on a une grande homogénéité des bénéfices que les personnes trouvent dans leur participation à ces rencontres condamnées victimes ou détenues victimes. Pourquoi? Une des premières choses qu'elles mettent en avant, c'est que pour une fois, elles ont un espace qui leur est donné, qui leur est offert, où elles peuvent se raconter. Que ce soit, à chaque fois, je préciserai quand il s'agit que des personnes victimes ou des personnes auteurs, mais c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est vraiment cette occasion de pouvoir se raconter de manière authentique. Ils ont pu avoir avoir un procès chacun où ils ont pu prendre la parole, mais à chaque fois, cette parole, elle était contrainte parce qu'il s'agissait de dire ce que l'avocat avait dit qu'il fallait dire pour chacun. Or là, c'est vraiment un moment où on peut se raconter et où on peut dire, tout, comme elles disent, ces personnes, tout ce qu'on a sur le cœur. On a des expressions du type j'ai pu vider mon sac, j'ai pu dire tout ce que j'avais envie de dire. Et compte tenu on reviendra dessus sur la préparation qu'il y a eu avant, où les personnes sont quand même, grâce au cadre qui est mis dans ces rencontres, ont été préparées avant de se trouver en rencontre plénière et qui sont dans un climat de confiance. C'est un moment où vraiment les personnes parlent de choses très intimes et vont très loin dans ce qu'elles ont ressenti des répercussions de l'acte qu'elles ont commis ou qu'elles ont subi. C'est vraiment un lieu de parole, ce qu'elles expriment. Hein. C'est un lieu de libération de la parole parce qu'elles ont le sentiment qu'on peut parler sans tabou et sans être jugé. Et la surprise parfois, c'est de se dire, finalement, j'ai raconté ici des choses que je n'avais dites à personne jusqu'à maintenant. Et c'est souvent des choses qu'on a entendues dans les rencontres.
Pour les auteurs, alors pour les victimes, c'est vraiment de pouvoir parler de ces choses qui étaient souvent enfouies, parce qu'elles ont aussi assez peu d'occasion de pouvoir parler avec d'autres victimes, même jamais. Et pour les auteurs, ce qui compte aussi, c'est ce côté, cette possibilité qui leur est offerte de pouvoir s'expliquer sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Le deuxième point qui est très important aussi, qui a été mis en exergue par les participants, c'est le fait que, à travers un dialogue qui s'instaure entre tous, ça leur permet de se rencontrer. Pour les personnes victimes, c'est vrai que, comme je disais avant, c'est la première fois finalement qu'elles peuvent échanger avec d'autres victimes. Et ça, c'est un point très important de se retrouver une espèce de communauté de sentiments, de problèmes. Et c'est la première fois qu'il y a des personnes qui ont aussi vécu la même chose qu'elles et qui peuvent totalement les comprendre et de se sentir écoutées et comprises. Alors que, pour donner un exemple, en général, dans leur famille, au bout d'un moment, il y a de la compassion, mais aussi cette difficulté de leur dire, bah, écoutez, maintenant, passez à autre chose. Donc là, enfin, c'est un endroit qui est assez apaisant de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas tout seul à vivre la chose de cette manière. Et puis, c'est aussi parce qu'elles discutent avec les auteurs qu'elles ont le sentiment c'est une rencontre avec des personnes et elles ont le sentiment d'être reconnues en tant que victimes. Pour les personnes auteurs, c'est aussi l'occasion de se rendre compte des répercussions de l'acte et de se rendre compte qu'ils peuvent échanger et être reconnus en tant que personne et non pas en tant que monstre, pour une fois, enfin au moins dans leur perception, et de pouvoir apporter quelque chose aux personnes victimes. Donc il y a vraiment un échange, et cet échange et cette rencontre, on nous parle vraiment de l'humanité des personnes. Pour les personnes victimes, elles disent, mais finalement, je me suis rendu compte que les auteurs ont des émotions. Donc, que c'est autre chose que cette image que je m'étais faite d'eux. Et pour les personnes auteurs, ils se rendent compte qu'il y a une possibilité de parler et d'avoir en face de soi pas des personnes qui vous rejettent complètement. De la même manière, ils ont l'impression aussi, enfin, il y a aussi cette humanité qui est reconnue aux uns et aux autres, et on parle beaucoup de l'évolution au cours des rencontres, par exemple, entre des personnes qui avaient décidé de ne pas se serrer la main ou qui ne pouvaient pas se regarder en face, et au cours des rencontres, tout d'un coup, à la fin, on se serre la main, et comme certains disent, à la fin des rencontres, on se claquait la bise. Mais c'est les expressions qui sont revenues. Donc, on voit qu'il y a toute une découverte, une possibilité de rencontrer l'autre et de le réintégrer dans sa vie, ce qui a un effet, apaisant pour les personnes victimes, de se dire que finalement, implicitement, elles vont pas rencontrer des personnes très violentes. Enfin, elles peuvent retourner dans la société en ayant moins peur. Et pour les auteurs, de se dire que d'une certaine manière, ils peuvent aussi être acceptés par des personnes qui normalement devraient les rejeter, et donc il y a un espoir aussi de pouvoir se réintégrer dans la société. Et ce qu'on note aussi, c'est que au-delà de ces rencontres, il y a aussi une rencontre avec soi-même. Que ce soit pour les personnes victimes comme pour les personnes auteurs, le fait d'avoir pu participer, d'avoir pu contribuer, d'avoir pu échanger, d'être reconnu en tant que personne et accepté en tant que personne, tout d'un coup, il y a un gain en estime de soi que les uns comme les autres avaient pas mal perdu. Et ça leur permet aussi de vraiment se sentir plus fort, et d'avoir l'impression qu'ils ont vraiment fait un pas dans leur vie. Et notamment sur les personnes auteurs, le fait d'avoir eu le sentiment qu'ils pouvaient aider en répondant aux questions des victimes,
c'est vraiment très valorisant pour eux dans le sens où ils parlent de l'idée qu'ils ne peuvent faire que du mal et que tout d'un coup, ils ont pu entrer dans une relation très positive avec des personnes avec lesquelles c'était censé être compliqué. Et de ce fait, on se trouve dans une situation où il y a vraiment un sentiment de restauration et pour les auteurs de prise de responsabilisation très forte. Et avec cette idée, si je continue avec les personnes auteurs, que il y a un principe de réalité, d'avoir été face à des victimes, d'avoir pu les écouter, d'avoir pu aussi rentrer en contact avec elles. Mais c'est aussi difficile d'imaginer de pouvoir recommencer. Pour un certain nombre d'entre eux, ils expriment ça vraiment très très clairement, de se dire que ben, c'est pas possible, quoi. De se dire qu'on va pouvoir agresser des personnes parce qu'on s'est rendu compte de ce qui se passait. En ce qui concerne les personnes victimes, c'est plus un sentiment d'apaisement, de sentir que on a eu des réponses à ces questions et que maintenant, on peut d'une certaine manière tourner la page. Et pour les uns comme pour les autres, à la fin, ce qu'ils disent, enfin, dans leur discours, ils recommencent à parler de projets. Ils disent qu'ils ont pu tourner la page. Et très clairement, on a des projets de vie qui commencent à réapparaître alors que ces personnes étaient vraiment bloquées dans leur situation au départ, quand elles ont commencé à rencontrer, à, à participer aux rencontres. Sachant que ces rencontres s'établissant sur 5 semaines avec à chaque fois des 3 heures de rencontres, on sent bien qu'il y a un cheminement qui, grâce au temps qui est passé à la méthodologie, j'allais dire, des rencontres condamnées victimes ou au cadre des rencontres condamnées victimes, qu'il y a, grâce à ce processus et cette durée, la possibilité à la fois de la découverte de l'autre et de pouvoir se rencontrer et vraiment de tisser des liens. Et la difficulté d'ailleurs souvent, c'est qu'à la fin, ils ont du mal à se quitter. Hein. Ils disent souvent, d'une semaine sur l'autre, on avait hâte de rencontrer l'autre, justement, d'être dans cette découverte et vraiment ce lien qui se crée. Donc un côté très positif dans la réconciliation avec les autres et aussi avec soi-même. Je crois que je peux rester là sur les éléments principaux des bénéfices qu'ils ont pu retirer. Merci Christiane. Et alors du coup, puisque donc sur la base de ces résultats, quelle analyse peut-on en retirer? Alors, là, on a vraiment un éclairage très intéressant sur les rencontres condamnées victimes et détenues victimes. Justement, j'ai parlé un petit peu du cadre. Et on s'aperçoit que je vous ai parlé que de choses positives jusqu'à maintenant parce qu'effectivement, on a eu assez peu de retours négatifs. Lorsqu'on a eu des critiques ou des insatisfactions plutôt, on s'est rendu compte que c'était parce que le cadre n'avait pas été respecté, soit parce qu'il y avait un déséquilibre entre le nombre de personnes, et, personnes victimes et personnes auteurs, soit parce que peut-être sur la préparation, on n'était pas allé jusqu'au bout et le travail n'avait peut-être pas été assez pointu. Donc, on se rend compte que le cadre, et les personnes en parlent hein, très très clairement, que le cadre qui est proposé par ces rencontres est vraiment extrêmement important. Alors, on a eu des critiques lorsque ça a été mis en place sur le fait que c'est lourd, hein, parce qu'effectivement, on voit les personnes 3 fois, au moins 3 fois avant qu'elles participent. Il y a des rencontres entre victimes, il y a des rencontres entre personnes auteurs, et ensuite, il y a 5 rencontres plénières, plus une rencontre bilan. Donc, c'est vrai que c'est un énorme investissement. Mais si on parle de la préparation, ben, si les personnes sont sont prêtes à échanger et qu'elles se sentent en sécurité, c'est parce qu'elles ont appris à se connaître avec les animateurs, elles ont appris à se faire confiance, elles font vraiment confiance aux animateurs sur leur capacité à les encadrer
et à gérer les tensions qui peuvent se faire jour, hein, parce que évidemment il peut y avoir des tensions. Et elles savent aussi ce qui va se passer, elles savent où ça va se passer, enfin, les lieux où ça va se passer, quelles sont les différentes étapes, qu'il y aura des pauses, et cetera. Donc tous ces éléments sont rassurants. Et d'autre part aussi, le fait qu'on soit avec un rythme d'une fois par semaine pendant 5 semaines, ça permet aussi de cheminer, de se livrer et de découvrir l'autre. Donc, il y a tous ces éléments qui sont importants, même si à la fin, souvent, les personnes disent, mais j'en aurais bien aimé encore une ou deux. Mais le fait que ça soit aussi dans un temps contraint, il y a une espèce, par moment, une espèce d'accélération. On se dit que ça va être terminé, donc il faut livrer ce qu'on n'a pas encore livré. Donc, il y a tous ces éléments qui sont importants. Il y a des temps de pause dans les rencontres parce que justement, par moment, il faut faire aussi baisser la tension émotionnelle parce que lorsqu'on est sur des infractions qui sont très graves, hein, il y a, dans les rencontres sur lesquelles on a travaillé, il y avait des violences sexuelles, il y avait des violences conjugales, il y avait des séquestrations avec cardiaquine, etc. Il y avait aussi euh, des... alors, je ne sais jamais s'il faut dire crime ou assassinat. Je sais pas. Bref, en tout cas, c'était des choses assez lourdes et il faut du temps aussi pour pouvoir se livrer et des temps de décompression pour pouvoir aussi assumer tout ça. Et donc, il y a aussi la présence des membres de la communauté, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est aussi un élément d'apaisement, de savoir qu'il y a des personnes qui sont neutres et qui sont là, qui vont vous soutenir aussi bien les uns que les autres. Donc, tous ces éléments sont vraiment importants et on peut parler aussi du bâton de parole qui était une façon de distribuer la parole où les gens souvent ont résisté mais se sont rendus compte que c'était aussi un élément qui les aidait à écouter l'autre jusqu'au bout, qui permettait les silences. Donc, il y a vraiment il y a des éléments qui font comme un puzzle et quand tout est réuni, c'est vrai que on est sur des rencontres, les gens disent que c'était puissant. Et vraiment, c'est vraiment un des éléments qui est intéressant à retenir. Par contre, lorsqu'on a laissé, on s'est arrangé un petit peu parce qu'il fallait, on voulait absolument mettre en place quelque chose, qu'on avait un auteur qui n'était pas tout à fait enfin, qui reconnaissait les faits, mais qui n'avait pas vraiment avancé suffisamment, eh bien, effectivement, ça fonctionne moins bien. Donc, je pense que c'est vraiment un des éléments forts. Et moi qui suis spécialiste des études qualitatives, qui ai fait toute ma vie professionnelle en études qualitatives, pas dans ce domaine, mais c'est extrêmement rare de trouver autant de bénéfices qui sont concentrés sur les mêmes choses et où il y a une concordance vraiment des bénéfices sur toutes les personnes et même avec un, un échantillon qui est assez restreint, mais il faut dire sur les 2 années quand même conséquent par contre eh bien, on se rend compte que vraiment, il y a quelque chose de très, très fort et de très cohérent à travers les réactions des participants. Merci Christiane. Alors c'est très intéressant et c'est vrai qu'effectivement ça faisait longtemps qu'on avait pu voir quand même différents à travers comme je le disais au début, les enquêtes locales que nous avions pu mettre en œuvre, ces bénéfices qui étaient retirés par les personnes et l'importance des protocoles mis en œuvre, puisque c'est comme ça aussi qu'on a pu les faire évoluer, etc. Mais c'est vrai que là, le pouvoir voir à une plus grande échelle et voir ce qu'il y avait quand même une très forte concordance entre les discours des uns et des autres bah, voilà, ça renforce encore tout l'intérêt de la chose. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu aussi, je dirais, contacter bah, les professionnels
mettaient en œuvre cette justice restaurative en France, les intervenants en justice restaurative, pour justement aussi voir déjà leur regard sur tout cela, mais aussi peut-être plus pour l'avenir, ce que ça pouvait impliquer aussi derrière la justice restaurative comme impact sur leur pratique, sur leur métier plus traditionnel. Et donc, Émilie, si tu veux bien nous présenter cette partie, peut-être là aussi en rappelant un petit peu quelle est la méthodologie que nous avons mis en œuvre, parce que c'était pas tout à fait exactement la même chose. Ouais. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous déjà. Et oui, effectivement, pour parler de cette partie, de ce dernier volet de notre enquête sur les intervenants, donc il était, vous vous en doutez, impossible et peut-être peu pertinent de chercher à contacter tous les intervenants et professionnels en justice restaurative en France. Ça fait beaucoup. On a décidé de choisir le critère, on va dire, de l'expérience, entre guillemets, en identifiant 3 sites en France comme étant, on va dire, les plus expérimentés, puisque ayant mis en place au moins 2 mesures de justice restaurative et proposant une offre pérenne, on va dire, de justice restaurative. Alors plus ou moins pérenne, entre guillemets, mais du moins, voilà, quelque chose d'assez stabilisé au niveau de l'offre de justice restaurative. Alors, ces 3 sites sont, on va dire, configurés différemment. Ils ont chacun une spécificité recourant plus ou moins à des bénévoles. Dans tous les cas, à chaque fois, on va dire que l'association d'aide aux victimes locales et le service pénitentiaire, le SPIP, sont impliqués et travaillent en partenariat, parfois aussi avec la PJJ, etc. Donc tout ça est très spécifique selon la configuration des 2 sites. Nous avons pu identifier une dizaine de personnes pour chaque site. Respectivement, c'est 9 personnes, 14 et 10, si ma mémoire est bonne, mais en tout cas, vous voyez une dizaine de personnes. Des animateurs de justice restaurative, évidemment, des directions, donc des directeurs de structures, SPIP ou associations d'aide aux victimes, les quelques membres de groupes projets, du COPIL et des magistrats également. Très peu de magistrats, mais quand même des magistrats. La méthodologie donc est toujours une méthodologie qualitative. L'idée, c'est vraiment de rechercher entre guillemets les récits de vie des personnes, d'être dans des entretiens semi-directifs, donc être le moins directif possible, mais tout en ayant en tête évidemment de chercher à savoir quels sont les apports, les difficultés rencontrées, etc. Par ces professionnels. Donc voilà ce que je peux dire déjà sur Merci. la méthode. Ouais, merci Émilie. Et donc, là aussi, les principaux résultats que cette enquête montre, même si vous pourrez consulter l'enquête sur sur le site. Oui, donc effectivement, alors je vais essayer de ne pas vous noyer dans les détails, mais rapidement, comme je viens de vous le dire, pardon, les résultats, je peux les distinguer entre apports et difficultés, très schématiquement. Alors, au niveau des apports qui ont été identifiés par les professionnels eux-mêmes, donc c'est leur parole, c'est d'abord l'idée, c'est considéré comme un apport d'avoir assisté aux bienfaits pour les participants. Donc, d'avoir vu les participants évoluer, ça rejoint ce qui a été dit par Christiane un petit peu avant, donc ce changement de regard, ce changement vraiment observé pendant les mesures de justice restaurative, l'ouverture des personnes vers l'autre, la victime, l'auteur qui ne connaissait pas, vers un avenir, vers le monde en général, vers l'extérieur. Et la réparation également. La réparation, donc là, en termes d'apaisement, ce qu'on disait tout à l'heure, de réponse apportée aux questions, etc. Et puis ensuite, le gros pan, je dirais, de l'étude et des résultats, c'est vraiment les apports pour les professionnels qui les identifient eux-mêmes à leur bénéfice. Donc, on a déjà, de façon très générale, le constat d'un fort enthousiasme, d'une très grande satisfaction chez ces professionnels et ces intervenants. Alors, des mots sont utilisés comme le sens retrouvé à leur mission, un renouveau, une action pleine d'humanité. Donc, ce que disait Christiane précédemment aussi, ça, on le retrouve vraiment de façon
quasi systématique dans la bouche des professionnels. L'idée d'avoir été utile, de s'être senti utile, hein, qu'on peut relier à ce que je vous disais précédemment, voilà, avoir été le témoin privilégié des effets immédiats en fait, sur les personnes de cette action, ce qui parfois n'arrive pas dans leur profession d'origine, du moins pas dans l'immédiateté. Donc il y a vraiment ça, ces éléments-là qui reviennent et qui sont très forts et qui reviennent en général en premier. Ensuite, ce dont parlent les professionnels, les intervenants, c'est vraiment cet enrichissement. L'enrichissement d'une nouvelle approche donc de la justice restaurative avec l'idée d'un décloisonnement des pratiques, donc dû au partenariat, au regard pour les professionnels travaillant avec les victimes sur les auteurs et inversement. Et aussi, ce sens hein, dont je vous ai parlé, c'est vraiment l'impression, le sentiment de répondre avec la justice restaurative à une demande préexistante. Cette demande, elle était là, ces questionnements étaient là, ce besoin d'explication. Et finalement, on n'avait pas d'espace, je dirais, ou d'action pour y répondre. Là, la justice restaurative vient combler, on va dire, ce manque, si on peut le qualifier de manque. Ensuite, il y a des spécificités selon je dirais la profession d'origine, le métier d'origine de l'intervenant et en particulier de l'animateur, mais pas seulement. Donc, pour les CPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, on va avoir ce regard neuf sur la victime qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, forcément, et sur l'auteur aussi. Donc, le public qu'on a l'habitude d'accompagner et qui là est envisagé, découvert de façon différente, où la parole est beaucoup plus libre, où on découvre des aspects de la vie de cet auteur qu'on n'avait pas touché en partant de notre positionnement de professionnel de CPIP. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Les victimes, donc il y a également les professionnels CPIP insistent sur ce point de se dire, on était mal à l'aise avec entre guillemets ces victimes. Désolée de le formuler en ces termes. On a pour mission de travailler sur la place des victimes et finalement, on n'arrivait pas à l'aborder parce qu'on ne connaissait pas ce public. Et avec la justice restaurative, du coup, on a des outils et on a une connaissance concrète, hein, puisqu'on l'a vécu, de ce qu'est le vécu d'une victime, comment en parler d'une personne victime. Et là, je peux insister, puisque eux insistent sur cette correspondance en fait entre la justice restaurative et leur pratique d'origine et les ponts qui peuvent exister entre les deux. Pour les associations, pour les professionnels issus des associations d'aide aux victimes, hein, de façon très générale, là également, hein, on retrouve cette idée d'avoir plus de facilité à aborder l'auteur, donc le pendant hein, du public qu'on accompagne habituellement. Et puis, vraiment cette pertinence d'une nouvelle voie à proposer vers la reconstruction pour les personnes victimes. Cette justice restaurative, encore une fois, cette résonance entre un besoin qui est exprimé, une attente de la part des personnes victimes, un outil supplémentaire pour parfaire ce chemin, hein, ce processus de reconstruction ou de réparation. Il y a également cette idée de mener des entretiens de façon un petit peu différente par rapport à sa formation de base hein, qu'on retrouve aussi chez les CPIP. Ça, c'est un élément qui vient de la formation reçue pour être animateur de justice restaurative. On parle vraiment d'un changement de posture, mais qui va perdurer au-delà de l'action restaurative. On va pouvoir se servir, encore une fois, de cette justice restaurative dans sa prise en charge habituelle, hein, de son public habituel. Et enfin, on a également eu la chance de pouvoir échanger avec des professionnels psychologues, soit de l'aide aux victimes, soit du service pénitentiaire, qui vont vraiment parler de complémentarité, encore une fois, entre leurs métiers, d'un effet dynamisant pour eux de la justice restaurative. Je me souviens d'un professionnel qui explique on essaye de travailler sur l'autre, sur autrui, avec la personne que l'on reçoit, mais rien de mieux que le fait de la rencontrer à travers une rencontre physique ou un dialogue, du moins. Cette expérience de justice restaurative va vraiment donner du sens à ce sur quoi on essaye de travailler. Alors, c'est intéressant parce que on a pu dire on a pu s'interroger sur le sens de la justice restaurative, est-elle thérapeutique, pas thérapeutique? Et là, les psychologues eux-mêmes disent non, elle n'est pas thérapeutique. Elle peut avoir des effets thérapeutiques, pourquoi pas, mais les métiers sont bien distincts
mais complémentaires. Donc, c'est ça qui est vraiment un apport intéressant. Autre on va dire apport, au-delà de l'enrichissement des pratiques professionnelles, également le bénéfice de la pluridisciplinarité, alors là, qui est aussi mis en avant par les professionnels que nous avons pu rencontrer, avec qui nous avons pu nous entretenir. Ils parlent de la richesse de ce travail de partenariat, avec l'idée selon laquelle ils n'ont jamais travaillé en aussi étroite collaboration avec un partenaire sur un tel projet de justice restaurative. Donc vraiment, encore une fois, cet échange de pratiques. Et tout ça malgré la complexité, parce que là aussi, les éléments que je vous propose en apport vont aussi avoir leur pendant peut-être parfois en difficulté ou en frein. Dernier point aussi sur ces apports qui est riche, qui est intéressant, c'est l'idée de finalement des bénéfices vécus sur le plan personnel également, que cette justice restaurative, elle a une résonance donc dans la sphère professionnelle, sur la pratique, etc. On s'y attend, mais aussi personnellement. Il y a des professionnels qui vont nous dire, ben, moi, ça m'a permis de mieux écouter, d'être peut-être plus bienveillant ou d'être plus attentif à ce qu'on me dit. Donc, l'idée ou l'apprentissage qu'on peut vivre à travers la justice restaurative, qui est cette écoute attentive, par exemple, elle va rejaillir dans d'autres sphères que la sphère professionnelle. Voilà, en gros, pour les apports. Je passe rapidement aussi aux difficultés, que nous ayons le temps de discuter, de répondre à vos questions. Donc, je vous le disais, donc, les apports, les bénéfices sont imbriqués les uns aux autres, et les difficultés aussi vont résonner avec les apports d'une certaine façon. Première difficulté pointée par les professionnels et les intervenants, c'est la fragilité de l'offre de la justice restaurative ou son manque d'institutionnalisation. Donc, les personnes sont très enthousiastes et voient de suite l'intérêt de la justice restaurative. Il ne fait pas débat pour aucun des professionnels, mais justement, il y a une forme de frustration à se dire on ne peut pas la proposer davantage ou de façon plus systématique. On voit qu'elle repose parfois et même souvent sur une poignée de personnes, donc elle reste fragile. Il n'y a pas un relais, un ancrage institutionnel qui prend le relais. Donc, c'est lié aux problématiques de ressources humaines, souvent, avec cette inquiétude, le risque d'épuisement de ceux qui portent cette justice restaurative, un manque de mutualisation des moyens, etc., etc. Donc là, c'est un premier point. Autre point qui est aussi lié, vous allez le voir, c'est le temps long de la mise en place des programmes de justice restaurative. Systématiquement, le mot qui revient, c'est l'idée d'une justice restaurative chronophage. Donc, effectivement, je ne vais pas vous surprendre en disant ça, j'imagine. Elle prend du temps, cette justice restaurative, à être mise en place. Elle demande un investissement qui est très important chez les professionnels, ils le disent. Il peut y avoir des freins, par exemple, lorsqu'on rencontre des difficultés à signer des conventions de partenariat qui vont, par conséquent, freiner la mise en place des projets, le retarder, etc. Il y a vraiment l'idée d'un défi dans cette mise en œuvre opérationnelle qui est soulevée. L'idée aussi d'un investissement énorme, conséquent, qui n'est pas forcément toujours reconnu par les collègues ou par les partenaires. Et ça peut être une source alors sans parler de souffrance, mais d'insatisfaction, de difficulté. Donc, il y a aussi les réticences des collègues qui sont liés, qui peuvent freiner la mise en place, la retarder, etc. etc. Et comme la justice restaurative est un champ qui évolue aussi, qui se construit, puisqu'il est neuf, il se construit avec les personnes et avec les professionnels, l'adaptation des outils qui sont proposés peut aussi prendre du temps et donc être source d'essoufflement parfois pour les professionnels. Alors c'est intéressant, vous allez le voir, parce que malgré cette idée de quelque chose de chronophage, etc., elle ne vient pas émousser l'enthousiasme des professionnels ou leur optimisme même envers l'avenir de la justice restaurative. Autre difficulté, je dirais une des plus grosses difficultés, c'est l'orientation des personnes. Et le défi de l'information des personnes. Les professionnels avec qui nous nous sommes entretenus nous disent qu'en réalité,
les orientations sont laborieuses, c'est-à-dire le moment où on reçoit une personne, on va l'inviter à rencontrer un professionnel compétent pour l'accompagner dans une mesure de justice restaurative. Alors, pour diverses raisons, réticence à orienter peut-être, difficulté à le faire, manque de connaissances. Là aussi, les professionnels vont soulever l'idée selon laquelle tous les acteurs de la chaîne pénale, du système de justice pénale, devraient être sensibilisés, voire formés à la justice restaurative pour être en mesure d'informer les personnes. Et tant que cette systématicité n'est pas mise en place de l'information, il est compliqué effectivement de rendre accessible la justice restaurative aux personnes, réellement accessible, soit vraiment un droit qui soit effectif, puisque c'est un droit. Donc, autre limite qui apparaît plus récemment, je la pointe parce qu'elle est intéressante pour l'évolution peut-être des missions de l'animateur de justice restaurative. Dans un des sites que nous avons pu étudier, entre guillemets, la question des limites du rôle de l'animateur s'est posée. À quel moment on arrête, on va dire, sa mission d'animateur de justice restaurative et à quel moment commence un autre accompagnement? C'est une question qui peut se poser ailleurs en Europe et chez les professionnels qui mettent en place la justice restaurative. C'est vraiment lié à quelle conception on a de cette justice restaurative. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce serait une question intéressante à creuser. En tout cas, elle pointe. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'elle arrive à ce moment-là dans des lieux où on voit qu'une expérience de justice restaurative est bien installée. Ce n'est pas pour rien, puisqu'elle se pose aussi dans des pays dans lesquels l'offre de justice restaurative est bien installée, chez des professionnels qui sont expérimentés. Donc, c'est quelque chose qui vient alimenter, entre guillemets, je vais utiliser un gros mot, le métier d'animateur de justice restaurative. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les difficultés. Il y en a d'autres qui sont rapidement pointées, et évidemment la crise sanitaire en était une de taille pour ces professionnels, mais je vais m'arrêter là sur les difficultés peut-être. Merci Émilie. Alors très rapidement peut-être, quelle analyse on pourrait faire de tout cela finalement en résumé, puisque malheureusement le temps nous est manqué? Alors en résumé, très rapidement, je dirais que globalement, quand on interroge les professionnels sur l'avenir de la justice restaurative, je vous disais, un optimisme est là, important. Malgré les difficultés du partenariat, ils sont quand même attachés à ce travail en partenariat, aide aux victimes et professionnels issus du secteur pénitentiaire, mais avec quand même une nuance, avec la volonté d'avoir peut-être des missions dédiées, des postes dédiés. Donc la réponse est un peu parfois ambiguë, c'est postes dédiés, mais en même temps avec d'autres, pourquoi pas déléguer à d'autres, mais en même temps on est attaché à faire à mettre en place nous-mêmes de la justice restaurative, donc c'est un petit peu dans cette idée-là. Avec aussi le souhait que les magistrats, c'est un point qui revient, soient formés à la justice restaurative ou informés et puissent vraiment informer les personnes de l'existence de cette justice restaurative. Ça, c'est aussi une question récurrente, mais globalement, on peut dire que l'enthousiasme, l'attachement à cette pratique de justice restaurative est bien là, avec un souhait de voir cette proposition devenir, on va dire, systématique, devenir accessible pour les personnes et à travers le défi de l'information. C'est vraiment le défi qui revient à chaque fois chez les personnes. Il faut pouvoir informer tout le temps et partout. Voilà. Merci Émilie. Alors comme nous approchons un petit peu de la fin de ce webinaire, donc on va passer très vite sans transition aux questions qui ont été posées et notamment il y avait une première question qui, pour la résumer, parce qu'à chaque fois ce sont des questions assez longues, mais qui posait la question de la différence peut-être entre la situation française et celle d'autres pays où finalement le recours au RDV était ou au RCV, enfin au groupe de victimes et de groupes d'auteurs qui se rencontrent, était plus développé que des formes peut-être plus classiques dans le reste du monde de médiation ou de conférences. Et donc voilà, on voulait connaître votre point de vue sur la question. Ok. Vous y aller? Oui, Émilie, oui. Je pense qu'il y a une raison tout simplement historique de la mise en place de la justice restaurative en France.
La première expérimentation était des rencontres détenues victimes à Poissy en 2010. Elle est née d'un intérêt pour la justice restaurative de personnes qui sont allées au Québec, qui ont découvert la pratique des RDV, qui ont souhaité l'adapter en France. Et à partir de là, c'est vrai que c'est un peu les pionniers de la justice restaurative en France. Et à partir de là, cette pratique en particulier a été peut-être très médiatisée, du moins a servi aussi l'idée de peut-être militer pour la mise en place d'une justice restaurative en France. Donc, historiquement, il y a ce début peut-être de l'histoire de la justice restaurative qui explique qu'on est parti sur ces rencontres condamnées victimes, détenues victimes, avec l'implication aussi d'acteurs comme les SPIP qui ont pour mission aussi des actions collectives, et ces rencontres correspondaient aussi à leur mission. Donc, je pense il y a plusieurs raisons qui expliquent cette naissance, et c'est vrai que c'est paradoxal puisque dans d'autres pays, tous les autres pays d'Europe, je dirais, on commence par les mineurs et la médiation restaurative ou la conférence restaurative. En France, on a commencé par les majeurs, les crimes graves et les RDV et RCV ensuite. Et tout ça, on voit ce que disait Ben, cela est en train de changer aussi, peut-être. On voit un retour de la médiation, un retour, une arrivée de l'intérêt pour la médiation restaurative. Merci, Émilie. Après, on avait une autre question qui, là, peut-être est plus pour Christiane, qui portait sur pour résumer, hein, sur le profil des personnes qui ont répondu à nos questions, à ces entretiens, aussi bien sur l'âge, est-ce qu'ils étaient majeurs, mineurs, voilà. Alors, en fait, nous n'avons que des personnes majeures. Peut-être aussi parce que c'était aussi implanté en France auprès des personnes majeures en premier, et que ça arrive simplement depuis moins longtemps pour les mineurs. Ce que je pourrais dire, c'est plus une expérience de cette année, que je sens plus de réticence de la part des personnes qui suivent des mineurs et qui même ont bénéficié de mesures, de lâcher de nous laisser approcher ces personnes. Il y a vraiment un côté très protectionniste pour l'instant, hein, en tout cas, voilà. Et sur les âges, en fait, c'est très variable, hein. C'est un petit peu, c'est plus une entrée par type d'infraction que parmi les âges. Sont enfin, on a eu vraiment des personnes plus jeunes, mélangées d'ailleurs dans certains groupes avec des personnes qui avaient 80 ans. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas non plus d'homogénéité au niveau des personnes. C'est vrai qu'en ce qui concerne les profils des victimes, on avait cette image que c'était plutôt des femmes. Cela étant, les premières rencontres condamnées victimes qui ont été organisées en France, on avait des personnes victimes qui étaient des hommes. Donc, ça s'équilibre aussi. Il n'y a pas non plus de critères clairs. C'est vraiment les personnes qui en expriment le besoin et qui sont prêtes à participer. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Merci Christiane. Alors après, on avait une autre question, alors qui peut-être était en deux dimensions. Donc, une première question qui était plus sur, un premier aspect qui était sur le fait que il n'y avait pas véritablement de statistiques françaises sur la justice restaurative, et une inquiétude que l'absence de statistiques conduise finalement peut-être à ne pas voir la justice restaurative comme quelque chose d'efficace, et que peut-être ça conduise à réduire le soutien que certains, alors notamment le ministère de la Justice, puisque c'était visé dans la question, mais soutiennent la JIR. Alors évidemment, on ne va pas parler au nom du ministère de la Justice, mais peut-être on peut répondre sur pourquoi est-ce que nous, on a souhaité aborder l'angle sous un angle plus qualitatif que sous un angle statistique. Moi, je peux répondre sur le qualitatif parce que ça n'avait pas de sens d'être sur la statistique. C'est ce que je disais en commençant tout à l'heure. Ça n'a pas de sens d'être sur la statistique parce qu'on n'a pas de quantité de personnes suffisamment importante pour pouvoir faire des statistiques.
Oui, c'est ça. Il faut savoir que sur la période sur laquelle porte l'enquête, on a une centaine de mesures de justice restaurative. Donc, on n'a pas de quoi faire des statistiques très poussées. Avec, il faudrait avoir des publics représentatifs. Là, distinguer selon les tranches Voilà. d'âge, ça aurait du sens, etc. Mais on n'est pas en mesure de pouvoir le faire à l'heure actuelle parce que tout simplement, il n'y a pas assez de participants, il n'y a pas assez de mesures. Hein. Donc, ça, c'est le premier point. Et après, il y avait l'autre aspect de la question, c'était qu'est-ce que l'IFJR comptait faire pour accélérer le développement de la justice restaurative. Alors là, c'est peut-être plus à moi de répondre là pour le coup, mais c'est vrai qu'effectivement, je dirais que nous, c'est ce qu'on essaye de l'enquête qu'on conduit là, finalement contribue peut-être aussi à montrer que la justice restaurative fonctionne, qu'elle peut apporter des bénéfices à différents niveaux. C'était ça l'esprit de l'enquête. Et puis par ailleurs, je dirais que c'est finalement le travail que Émilie et ses collègues coordinatrices d'antenne conduisent tous les jours aux côtés des acteurs de terrain qui mettent en place des programmes qui peut-être font en sorte qu'il y ait de plus en plus de programmes qui soient proposés, qu'il y ait de plus en plus de participants, que peut-être dans un second temps, on arrivera à faire peut-être une enquête peut-être plus statistique avec un plus grand nombre de participants. Et puis après, par ailleurs, c'est aussi quelque chose que nous mettons en place depuis peu, mais qui, à mon avis, est quelque chose qui pourrait avoir vraiment un effet d'accélération. C'est le fait que voilà, on a été contacté par un certain nombre de personnes, victimes, auteurs aussi, qui souhaitent participer à des mesures de justice restaurative. Il n'y a pas toujours de programme localement. Peut-être que nous, on va intervenir à partir du moment où il n'y a pas d'acteurs locaux qui soient susceptibles de pouvoir le faire. Nous, on va assurer ces mesures de justice restaurative, comme on dit, en subsidiarité, subsidiairement à des services qui ne pourraient pas intervenir, justement pour que peut-être ça puisse avoir un effet d'accélération localement. On pourra montrer, oui, vous pouvez mettre en place un programme parce que de toute façon, vous avez des personnes victimes et auteurs qui veulent pouvoir y accéder. Puis par ailleurs, on a vu, notamment sur les problématiques d'information et d'orientation, que parfois les professionnels pouvaient être réticents à parler de justice restaurative parce qu'ils avaient peur que on informe, mais derrière, est-ce qu'on va pouvoir s'occuper de ces personnes? Là aussi, on peut dire, faites-le. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas intervenir, nous, on le fera et on vous repassera la main dans un second temps. Voilà. Après, Émilie, Christiane, vous voulez apporter un complément? Non, non, je sais pas. Je sais pas, Christiane, mais je pense que voilà. Non, je pense que simplement ce qu'on avait vu sur les professionnels, qu'effectivement, ils étaient confrontés à une demande de statistiques dans leur structure et qu'effectivement, ils étaient un peu en difficulté par rapport à ça et des craintes que Ouais. ça puisse nuire à la pérennité de la justice restaurative dans leur structure. Ouais. En effet, je pense que c'est aussi de notre part quelque chose d'assumé, de proposer du qualitatif. Notre méthodologie, vous l'avez compris, sur l'enquête était qualitative, mais parce qu'on travaille sur une intervention qui est dans le qualitatif, qui le revendique, prend le temps, etc., et qui peut effectivement contraster avec les logiques plus administratives ou quantitatives. Donc, il y a vraiment une tension, effectivement, entre ces deux champs-là. Pour autant, même si les bénéficiaires de la justice restaurative sont moins nombreux que peut-être ce à quoi on pourrait espérer s'attendre, etc., les bénéfices sont tellement importants qu'on est vraiment, on se situe encore une fois dans cette idée de proposer une mesure, une intervention qui apporte des effets positifs aux personnes. Donc voilà, c'est peut-être cette revendication, le fait d'assumer ce côté qualitatif. Et les professionnels avec qui on a échangé assument totalement aussi cette idée-là, même s'ils sont en tension. Merci Émilie, merci Christiane. Alors malheureusement, on va devoir s'arrêter là puisque voilà, on essaie de faire ces webinaires entre midi et 2 et puis là, il est 13h30 passé. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont posé encore des questions, qui ont voulu apporter des compléments à leurs questions. Sachez qu'on va répondre à tout ça dans le cadre d'une FAQ que l'on vous adressera dans une semaine avec aussi le lien pour pouvoir regarder cette vidéo en replay. Donc, et puis bien sûr, elle sera sur YouTube. Là aussi, vous n'hésitez pas
pas sur les vidéos YouTube à poster des commentaires. On essaiera d'y répondre également. Donc voilà, n'hésitez pas. Et merci à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir posé vos questions. Et on vous dit à bientôt, à la rentrée pour un autre webinaire qui portera sur les femmes victimes de violences sexuelles. Voilà. Merci à toutes et à tous et bon après-midi.